C'est le retour de l'OM ce week-end face à Toulouse. Toulouse avant l'Ajax, avant le Paris Saint-Germain, avant l'AS Monaco. On va avoir une très très belle série pour voir quel est le niveau de notre OM et si Marcelino va changer de système tactique. Aujourd'hui, on va se parler de Toulouse. On va voir justement quel pourrait être le résultat de cette rencontre. On attend évidemment une victoire au Vélodrome pour prolonger les 3 victoires de cette saison. Et je vous partagerai mon pronostic en fin de vidéo. On s'était quitté il y a 15 jours sur l'OM après un nul très pauvre de l'Olympique de Marseille face à Nantes. Un nul où on avait vu de nombreuses limites dans cette OM de Marcelino. On s'était posé la question de l'instabilité chronique des mercatos de Pablo Longoria en faisant le bilan. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos qui sont disponibles sur la chaîne évidemment. Et puis aujourd'hui, on va se parler de Toulouse dans un calendrier qui va s'accélérer jusqu'au 8 octobre. 8 octobre avec les 4 matchs dont on a parlé, plus Marseille-Brighton le 5 octobre et enfin Marseille-Le Havre. Cette série de 6 matchs est importante. Après, on aura une mini-trêve internationale, mais on va pouvoir analyser quel est le réel niveau de Marcelino et de cette OM version Marcelino. Alors, on peut toujours se dire que chez les autres, ça va moins bien. On a étudié sur mon autre chaîne, ma nouvelle chaîne Le Vestiaire, avec Thomas de la chaîne Chronique Foot. N'hésitez pas à aller vous abonner. On a étudié évidemment l'Olympique Lyonnais, blanc, viré, et l'arrivée de Fabio Grosso en s'interrogeant sur le fait de savoir si c'est le bon choix. On se rappelle que Fabio Grosso avait été un temps pressenti pour devenir le technicien numéro 1 de l'Olympique de Marseille. Alors, aujourd'hui, on va se parler du contexte, on va faire le bilan de cette trêve avec notamment Azzedine Ounahi, qui va peut-être être le fil rouge de cette vidéo si l'OM venait à changer de système, parce qu'il a été buteur avec le Maroc face au Burkina Faso. On avait analysé ça également sur la chaîne à travers cette préparation. Le Maroc qui a subi un terrible drame avec le séisme et une réplique qui a eu lieu hier. Le Maroc qui a fait honneur à son peuple avec cette victoire face au Burkina Faso, Azzedine Ounahi qui a joué qu'à la quasi-totalité de la rencontre et Amin Harit qui lui est entré en jeu lors des 10 dernières minutes. Peut-être va-t-il être titulaire lors de la rencontre face à Toulouse. Je vous donnerai mon avis sur la future composition de cet Olympique de Marseille. François-Régis Mugueux, lui, s'est blessé à la cheville. Il n'a pas participé à la qualification du Cameroun face au Burundi. On verra s'il peut rentrer en jeu lors de la rencontre face à Toulouse. Le Sénégal a subi une défaite face à l'Algérie, une défaite 1-0 avec un Iliman Ndiaye que j'ai trouvé en difficulté. J'ai regardé la rencontre et je l'ai analysé également sur la chaîne. Iliman Ndiaye en difficulté, on va dire qu'il a été quelconque dans cette rencontre, quelconque parce qu'il était titularisé sur un poste d'ailier droit. C'est souvent à ce poste que Aliou Cissé l'utilise avec le Sénégal. On l'a pas vu réellement rentrer dans le cœur du jeu, mais le peu de ballons qu'il a touché, c'est pour ça que je dis quelconque, parce qu'il n'a pas été mauvais sur les peu de ballons qu'il a touchés. Il a bien pu et bien su jouer avec son latéral droit qui est Sabali, mais on le sent encore un peu timoré. Donc on verra dans quelle mesure il va pouvoir prendre une nouvelle dimension avec l'Olympique de Marseille. La terrible nouvelle, en tout cas la mauvaise nouvelle, c'est plutôt Ismaïla Sarr qui s'est blessé, qui va manquer la rencontre face à Toulouse, certainement face à l'Ajax, et je pense qu'il sera trop juste face au Paris Saint-Germain. C'est dommage, parce qu'il était clairement le meilleur Olympien depuis le début de la saison à mes yeux. Pierre-Emerick Aubameyang n'a rien pu faire avec le Gabon pour qualifier le Gabon pour la CAN, donc il sera disponible en janvier. Il a perdu 2-1 face à la Mauritanie et il avait été titulaire pendant 90 minutes. Chancel Mbemba a joué un match sur 2 et le premier avec la République démocratique du Congo. Il arrive donc avec plus de fraîcheur et il peut postuler à une place de titulaire. Et Renan Lodi a lui joué les 2 matchs du Brésil. C'est une bonne nouvelle, je trouve, même si en temps de jeu, on a pu le voir essouffler à quelques moments. Mais c'est une bonne nouvelle parce qu'il retrouve un niveau international et c'est de bon augure pour la suite avec l'Olympique de Marseille. L'autre bonne nouvelle de cette trêve, c'est de savoir que Geoffrey Kondogbia a repris quelques entraînements en collectif avec l'OM. On l'espère. On espère qu'il sera présent face à l'Ajax et on espère évidemment qu'il sera présent face au Paris Saint-Germain. 2 matchs qu'on suivra et qu'on analysera sur la chaîne en avant-match et en débrief à chaud. Donc n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, à continuer de m'apporter de la force. Je vous remercierai toujours autant. Alors, dans ce contexte global, on a appris via RMC
que Marcelino réfléchissait à changer de système et passer en 4-3-3 en vue des prochains matchs. Et aussi mettre Azzedine Ounahi dans les meilleures dispositions. Cette information avait été retweetée par InfoOM. Ils ne sont pas mis sur le screen, mais merci pour le travail qui est réalisé. Alors, il y a un très bon podcast qui a été réalisé justement. Marcelino doit-il changer de système? C'est un podcast de l'After Marseille. Eh bien, on va regarder ensemble. On va regarder ensemble quelles sont les possibilités. Si on part sur un 4-4-2 traditionnel, compte tenu des joueurs disponibles, il n'y aura pas de débat sur la défense. Lodi à gauche, Klose à droite, Mbemba, Gigot en défense centrale. Ça veut dire aussi que Balerdi a été déclassé par rapport aux autres. On verra si Marcelino titularise Mbemba pour cette rencontre avec Pau Lopez dans les buts. Le milieu à deux avec Rongier Verretou. Si on est sur un 4-4-2, on sera sur du classique. La question qui va se poser à gauche, ça sera est-ce que Correa va être de nouveau titulaire et à droite, qui va remplacer Ismail Assar? Pour moi, c'est un secret de polichinelle. Ça devrait être Iliman Ndiaye, qui avait fait son entrée à gauche face à Nantes, que j'avais trouvé plutôt à l'aise et très intéressant même. Correa va devoir lâcher le ballon, ça, on l'attend, ce sera sa première au Vélodrome. J'ai mis Harit en plan B parce que j'ai du mal à voir Harit dans ce 4-4-2 rester conditionné sur le côté gauche. Maintenant, on sait que avec Marcelino, l'ailier gauche ou l'ailier droit repique dans l'axe. Donc, ça peut être une hypothèse pour ce 4-4-2. Devant, si Harit est titulaire, si Correa est titulaire, j'aimerais revoir la doublette Aubameyang-Vitinha, surtout que Vitinha a beaucoup de peps et je l'attends dans cette rencontre au Vélodrome. Et si jamais Harit est titulaire sur le côté gauche, on pourrait avoir Correa à la place d'Aubameyang pour toujours avoir un duo pour Vitinha. Et ce serait intéressant de voir Correa en 9,5. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette tactique si jamais on est en 4-4-2. Mais celle que j'attends, évidemment, pour voir Ounahi, et pour voir Ounahi dans les meilleures dispositions, c'est évidemment ce 4-3-3, où on pourrait avoir Rongier devant la défense, à la place de Kondogbia, qui serait taillé parfaitement pour ce poste, Verretou, central gauche de ce milieu, et Ounahi, un cran plus haut pour pouvoir combiner avec un milieu excentré qui repique dans l'axe qui pourrait être Iliman Ndiaye, comme Adli lors de la rencontre face au Maroc. Si vous n'avez pas vu le but, je vous invite à aller le voir. Je l'ai analysé sur ma dernière vidéo Cannes 2024 et on voit ce duo Adli-Ounahi qui continue de jouer tout au long de l'action et qui permet de pouvoir à Ounahi de pouvoir marquer. Là, on pourrait avoir ce binôme avec Iliman Ndiaye. Et je trouverais ça plutôt malin et intéressant. Dans un 4-3-3, je verrais davantage Harit positionné à la place de Correa et je verrais Vitinha titulaire à la place d'Aubameyang, même si je préfère voir Vitinha avec un binôme et jouer en 4-4-2. Il serait davantage esselé et c'est peut-être la difficulté de ce système. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous pensez de ce 4-3-3 et qui vous verriez dans ce 4-3-3. Et puis, il y a une alternative, la dernière, c'est le 4-2-3-1 qui apporte peut-être davantage d'équilibre en phase défensive à cet Olympique de Marseille parce qu'on pourrait avoir un électron libre qui serait Azzedine Ounahi, qui pourrait se retrouver en phase défensive avec un OM qui pourrait se retrouver en 4-3-3 justement avec un Ounahi un peu plus bas et en phase offensive en 4-2-3-1 avec cet Azzedine Ounahi qui aurait le jeu à son compte. Je préfère voir Azzedine Ounahi en 4-3-3 qu'en 4-2-3-1 parce que pour moi c'est pas un numéro 10 mais on voit qu'il a un volume de jeu excellent qui pourrait le permettre de pouvoir justement avoir cette place hybride dans le système de Marcelino. Alors, est-ce que je crois que Marcelino va changer de système? Je l'espère, mais j'ai du mal à imaginer le voir changer de son 4-4-2 dès le début de la rencontre. Et peut-être qu'on le verra au fur et à mesure des rencontres, comme il l'a fait depuis le début du championnat. En tout cas, ma tactique privilégiée serait entre le 4-3-3 et le 4-2-3-1 pour voir Azzedine Ounahi. Mais après, la difficulté, ce serait de voir Vitinha un peu plus esselé. Et on l'a vu l'année dernière avec Igor Tudor. Lorsque Vitinha est esselé, il est moins performant que quand il a un binôme avec lui. Donc, ça sera à trancher. Alors, un mot sur Toulouse. Évidemment, dans cette rencontre, Toulouse est 12e et dans le ventre mou, 5 points ex aequo avec le Football Club de Metz, Lorient et Le Havre.
Un TFC qui a marqué 5 buts, qui en a encaissé 6. On va revenir sur ces points-là. Une victoire, la première de la saison. C'était à la dernière minute face au FC Nantes et c'était à l'extérieur. Et ensuite, une série de 3 matchs sans victoire. Toulouse qui était venu au Vélodrome l'année dernière et qui en avait pris 6. Le système a changé. Le coach a changé. Et on a du mal à définir quelle est la patte du nouveau coach du TFC. En tout cas, il y a des éléments qui sont importants. Je vous invite à aller voir le thread sur Twitter de Mathis Seguetto. Je vous mettrai le lien dans la description. Il a analysé le jeu du TFC. Si on doit ressortir quelques éléments, on a une équipe qui s'adapte à l'adversaire, qui s'adapte à chaque match. Il n'y a pas encore une tactique prédéfinie comme à l'OM du 4-4-2. Ils ont pu jouer en 4-2-3-1, en 5-4-1, en 4-4-2, en 3-4-1-2. Vous le voyez, c'est assez spécifique depuis le début de la saison. On a une équipe qui, pour moi, laisse beaucoup d'espace à son adversaire. C'est ce qu'a écrit notamment Mathis Seguetto dans son thread. Est-ce que l'OM va prendre le jeu à son compte au Vélodrome ? On a vu que l'OM laissait régulièrement le ballon à son adversaire et ne souhaitait pas avoir la possession. Donc, c'est un point d'interrogation. J'ai envie de voir l'OM conquérant. J'ai envie de voir cet OM face à un Toulouse qui joue vers l'avant, justement, et qu'on retrouve cet esprit dominant à domicile. On a les résultats aujourd'hui. Maintenant, on a envie d'avoir le jeu à domicile. S'il y a des éléments à ressortir de cette équipe du TFC, c'est les coups de pied arrêtés. Premier élément. Parce qu'ils ont marqué 3 buts sur 5 sur coups de pied arrêtés depuis le début de la saison. Et surtout, ils en ont encaissé la moitié sur coups de pied arrêtés également, qui sont des pénaltys. Donc c'est une équipe qui est fébrile défensivement et qui fait régulièrement des fautes. Est-ce que l'arbitre de la rencontre accordera un pénalty à l'Olympique de Marseille ? Je le dis avec un grand sourire, sans méchanceté, mais on sait que c'est plutôt délicat ces dernières semaines d'obtenir des pénaltys, donc on verra comment ça va se passer. Mais c'est un élément qui compte. 3 pénaltys déjà subis par le TFC lors du début de saison. Il y a un autre élément que j'ai pu noter, c'est que ce TFC marque et encaisse des buts après la 90e minute. On en a cet OM qui est inconstant dans ses rencontres. Comment cet OM va-t-il se comporter lors de ce match ? Ça sera aussi un point d'interrogation. Et le point, c'est de savoir comment l'OM va appréhender cette rencontre à domicile et de savoir si l'OM sera en capacité de tenir le ballon et d'aller être conquérant comme je le souhaite. S'il y a un homme à suivre dans cette rencontre, l'homme que je vais suivre, et l'homme pour qui j'ai un petit truc depuis ce début de saison, c'est Guillaume Rest, gardien de 18 ans. 4 matchs en Ligue 1 depuis le début de la saison. À chaque fois titulaire avec l'équipe de France Espoir de Thierry Henry. Il dégage quelque chose, ce gardien. 1m86, français ou ivoirien, à lui de choisir dans la suite de sa carrière. Mais quelque chose me dit que ce gardien, on va en entendre parler pendant les prochaines années. Il a ce truc en plus qu'ont les gardiens qui réussissent une très belle carrière. Il a certes encaissé 6 buts depuis le début de la saison, mais on va lui souhaiter un destin à la Fabien Barthez. Et si vous comprenez le fond de ma pensée, j'aimerais bien que l'OM se penche sur ce profil dans les prochaines semaines. On a quelqu'un qui peut faire un grand match. Je ne le souhaite pas, réellement. Mais s'il peut faire un grand match et que l'OM l'emporte, j'espère que ça attirera encore plus l'œil sur lui parce que c'est, je pense, un des hommes de cette rencontre à suivre particulièrement. Alors, dans ce contexte, on va passer au pronostic avec mon partenaire Unibet. Unibet qui vous offre jusqu'à 100 euros, qui est un bonus de 100 euros sur votre premier pari si votre premier pari est perdu. Donc ça se passe avec le lien qui est dans la description et en commentaire épinglé. Vous vous inscrivez, vous suivez le process d'inscription, vous déposez votre premier souhait, votre première volonté de jeu à partir de 10 euros et vous jouez sur la rencontre. Si votre premier pari est perdant, eh bien Unibet vous offre un bonus de la hauteur de ce que vous avez joué et il vous est crédité dans les 24 heures à la suite de votre pari perdu. Alors, comme toujours, jouer comporte des risques, donc faites très attention. Jouez uniquement des sommes que vous êtes prêts à perdre. Jouez avec responsabilité et jouez exclusivement si vous êtes une personne majeure parce que c'est interdit aux moins de 18 ans. Les mentions légales sont bien rappelées, comme à chaque fois,
dans cette vidéo et dans les slides que vous voyez à l'écran. Alors, quel est le favori pour Unibet ? Il n'y a pas de surprise par rapport à l'effectif, il n'y a pas de surprise par rapport au début de saison, même si l'OM a perdu 4 points à l'extérieur. Mais à domicile, l'OM est invaincu et a remporté l'ensemble de ses rencontres. 3 matchs, 3 victoires, puisqu'on compte le match évidemment face au Panathinaikos. La cote de l'OM est à 1,46, la cote du match nul est à 4,90 et la cote de Toulouse est à 6,15. J'ai du mal à voir l'Olympique de Marseille ne pas remporter cette rencontre. L'OM dispose de l'effectif, dispose du système, quel qu'il soit, pour pouvoir l'emporter. Je vois l'OM l'emporter dans cette rencontre. Je vois aussi, et je l'espère, et j'attends, un but de Pierre-Emerick Aubameyang que j'aimerais voir débloquer son compteur but en Ligue 1 et j'aimerais voir aussi un but de Vitinha. Parce que je sens que Vitinha peut nous faire une très très belle saison. Je vous ai aussi mis les cotes d'Iliman Ndiaye, Joaquin Correa et Amin Harit. Entre 2,21 et 3,45 pour être buteur et ensuite vous avez la subtilité entre premier et dernier buteur. Quel sera le résultat de la rencontre ? Moi, je m'attends à une victoire de l'Olympique de Marseille sans prendre de but. En tout cas, j'attends une victoire de l'OM sans prendre de but. Je m'attends à un 2-0 qui est coté à 7,30. C'est le score favori pour cette rencontre. Vous le voyez, les cotes de Toulouse sont très élevées. On ne s'attend vraiment pas du côté d'Unibet à avoir une victoire de Toulouse, et moi non plus. Le stade sera plein. J'y serai, ma première au Vélodrome cette saison. Très heureux d'y être d'ailleurs. Et je vois l'OM marquer 2 buts comme face à Brest, mais j'aimerais j'aimerais avoir un clean sheet dans cette rencontre. On le verra. Sinon, la cote du 2-1 est à 7,40. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre pronostic. Voilà. Concernant la question, est-ce que l'OM va changer de système ? J'attends évidemment de voir l'OM changer de système et d'intégrer Azzedine Ounahi. Je pense que ce sera davantage dans le cours de la rencontre qu'en coup d'envoi. Je m'attends à voir le 4-4-2 traditionnel et je m'attends à voir Ounahi qui rentre au fur et à mesure de la rencontre pour tenter d'avoir peut-être 30 minutes en 4-3-3 et de voir comment les joueurs se comportent. En tout cas, c'est mon attente. Dites-moi en commentaire ce que vous attendez du système de Marcelino. Quel est votre pronostic ? N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouvera dimanche soir ou lundi pour le débrief. Et surtout, on se retrouvera toute la semaine prochaine pour parler de la Ligue des Champions qui fait son retour, sans l'OM malheureusement. Mais on sera présent mercredi pour Ajax-OM en avant-match pour l'avant-match 24 heures avant la rencontre. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très bon week-end et on se dit à très vite. Ciao.